Rebonjour. Donc pour la première séance de ce colloque, donc la première séance qui est centrée sur une conférence du professeur Nicolas Meus, professeur émérite Sorbonne Université, membre de l'IREMUS, président de la Société belge d'analyse musicale, éminent spécialiste de sémiotique musicale, d'organologie et d'analyse de théorie musicale. Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau chez nous à l'Université Antonine. Nous vous devons énormément de choses et nous sommes très heureux donc que vous fassiez la première conférence plénière de ce colloque. À vous la parole. Merci. Alors, je vais brièvement remercier tout le monde qui a rendu, tous ceux qui ont rendu ce colloque possible. Nous avons sans doute bien besoin de ça par ces moments difficiles que nous traversons. Bon, je n'insisterai pas. Notre colloque est à propos de musique, de cognition musicale, de musicothérapie, d'apprentissage musical, d'analyse musicale, etc. L'objet qui nous rassemble, c'est donc la musique. Notre objet n'est pas n'importe quel son, n'importe quel stimulus acoustique, mais bien le son musical. Et dans cette expression, c'est évidemment musical qui est le mot important. Varèse définissait sa musique comme du son organisé. Ce qui compte pour nous, c'est bien cela, c'est comment l'organisation du son en fait de la musique. Comment cette organisation se fait perceptible par la cognition, quels effets elle peut avoir en musicothérapie, comment on peut en transmettre la connaissance dans une pédagogie musicale. Je voudrais montrer d'abord comment cette organisation est sémiotique et comment tous ces effets en découlent. La définition de Varèse, donc son organisé, est un peu simpliste. On a souligné en particulier qu'elle vaudrait aussi bien pour le langage verbal. L'organisation des sons dans le langage verbal est ce qu'on appelle l'articulation. Les unités élémentaires du langage, les phonèmes, se combinent pour former des unités significatives, les mots, les phrases. En musique de même, les unités élémentaires sont les notes, dont les combinaisons forment des unités significatives, cellules, phrases, thèmes, etc. Dans les deux cas, les unités élémentaires, phonèmes ou notes, sont en petit nombre, d'une dizaine à une centaine selon les langues ou selon les musiques et selon la façon dont on les compte. Ce nombre est considérablement plus réduit de toute façon que celui des éléments acoustiques, des stimuli, qui en vérité ne sont pas vraiment dénombrables. Ce nombre est aussi sans commune mesure avec celui des éléments et de leurs combinaisons jusqu'au discours possible. Quelques dizaines de phonèmes ont suffi à exprimer toute la philosophie, toute la littérature, tout le savoir humain, de même que quelques dizaines de notes ont suffi à produire un corpus immense de musique du monde. Si les unités phonémiques sont en nombre réduit, alors que les unités phonétiques sont innombrables, c'est parce que les phonèmes ne se caractérisent que par leurs propriétés distinctives. Dans le cadre d'une langue donnée, les différences allophoniques, les accents régionaux, par exemple, l'accent belge, par exemple, ne sont pas pris en compte. Il en va de même en musique, les notes ne dépendent pas d'intonation précise, ni de hauteur absolue, qui peuvent varier considérablement d'un moment ou d'un endroit à un autre. À l'opposé, les combinaisons de phonèmes ou de notes qui produisent les discours sont elles aussi innombrables. C'est l'économie des phonèmes ou des notes qui définit le langage ou la musique, qui en définit plus précisément le caractère sémiotique. Et c'est ce qui les distingue, c'est cette économie qui définit le langage ou la musique de l'acoustique. Mais ni les phénomènes ni les notes n'ont de réalité objective. Ni les uns ni les autres ne pourraient être clairement distingués par l'audition dans un flux acoustique linéaire. La décision d'appréhender ce flux sonore continu comme une succession d'éléments discrets, phonèmes ou notes,
est d'ordre analytique, quel que soit le type d'analyse mis en œuvre. Ce qui rend possible cette analyse, c'est en particulier l'écriture, au sens le plus large du terme. Comme Émile Benveniste l'a montré, l'écriture transforme la langue en une image de la langue, elle réalise une prise de distance qui permet de voir comment la langue fonctionne, comment elle s'organise, comment elle s'articule. L'écriture des langues verbales, en faisant apparaître les phonèmes sous la forme de graphèmes, les sémiotise. Il en va de même en musique, où la notation fait voir un fonctionnement particulier du discours musical. Le caractère sémiotique de la musique, qui se manifeste donc en particulier par l'écriture, apparaît déjà dans la nomination des notes. Dès que les hauteurs sont nommées, elles sont considérées à un niveau d'abstraction qui les rend notables. C'est le cas, et c'est ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le cas des monodies modales qui, d'ailleurs, dans les communications qui vont suivre, auront souvent été notées, même si, à l'origine, elles sont de tradition orale. Elles sont notables parce que leurs notes, leurs unités élémentaires, sont nommées. En tant que telles, elles relèvent donc d'une sémiotique. Cette possibilité de nommer les notes n'est pas, ou pas exclusivement, une propriété intrinsèque des mélodies. C'est aussi et c'est surtout le résultat de la manière dont nous les appréhendons et les considérons. Leur sémiotisation, donc leur appréhension sous cette forme particulière économique de hauteur individuelle, leur sémiotisation résulte d'une activité cognitive qui se joue dans une interaction constante entre les données immanentes de la musique elle-même et notre réaction à leur égard. Les hauteurs ont été nommées d'abord dans le cadre de réflexion sur l'échelle musicale, sur ce que les Grecs appelaient le système. Les monodies modales dont nous parlons ces jours-ci relèvent en effet d'une organisation scalaire. Et les systèmes décrits il y a un peu plus d'un millénaire, au début du IXe siècle dans notre ère, par Al-Farabi dans le Kitab al-Musiqa et par Hucbald dans la Musica, couvrent 2 octaves, 15 notes. Un habitus normal pour des voix humaines, il ne s'agit donc pas de l'ensemble des sons que pourraient couvrir les voix graves et aiguës, les voix d'hommes et de femmes. Il ne s'agit pas de hauteur réelle, mais seulement d'une description de catégories abstraites, de catégories scalaires, telles qu'on pourrait les distinguer dans chacune des voix humaines individuelles, pour chacune dans une tessiture de 2 octaves. Il a semblé que 2 octaves suffisaient à décrire complètement des voix individuelles. La raison pour laquelle cette catégorisation se satisfait de 7 notes seulement par octave, donc 15 notes de 2 fois 7, 14, plus une 15e pour boucler le système, 7 notes seulement par octave. Pourquoi 7 notes par octave? Cela demeure dans une large mesure un mystère. Nous ne résoudrons pas ce mystère aujourd'hui. Al-Farabi donne des mesures précises des intervalles dans au moins 12 dispositions différentes correspondant à diverses versions des genres grecs. Mais les noms donnés à ces 15 notes demeurent les mêmes, indépendamment des variations possibles des intervalles qui les séparent. Ce ne sont donc, encore une fois, pas des noms de hauteur, mais bien de catégories sémiotiques. Le cas d'Hucbald est un peu différent. Hucbald semble ne décrire que le système diatonique qui deviendra la norme en Occident, et d'abord la norme du chant grégorien occidental. Je reviens dans un instant. Il désigne les intervalles entre les notes comme tonus et sémitonus. Donc, ton et demi-ton, c'est ce qui semble indiquer qu'il parle du système diatonique. Mais il ajoute, ce dernier intervalle est appelé sémitonus, non pas parce qu'il serait la moitié du ton, mais parce qu'on appelle d'habitude sémum n'importe quelle partie de quelque chose, même si elle n'est pas divisée également en 2.
ce qui fait que nous ne pouvons pas être absolument sûrs que ce qu'il décrit est bien le système diatonique au sens où nous l'entendons. Tout dépend de ce qu'il appelle vraiment demi-ton, sémitonus. Quoi qu'il en soit, les premières notations musicales occidentales sont issues de ces considérations sur l'échelle. Elles ont consisté à aligner des mélodies sur l'échelle générale, mais il n'est pas possible d'en déduire exactement les intervalles. Ces mélodies, en fait, pourraient avoir été, en particulier en Occident, pour avoir été aussi bien jusqu'à ce qu'on les note en alsacien plutôt qu'en diatonique. Il en va de même chez Al-Farabi, dont les noms de notes ne permettent pas de déterminer le genre. Je reviendrai là encore sur ce problème. Je voudrais vous faire remarquer que la notation musicale consiste, enfin la notation occidentale, celle qui est, je pense, la plus répandue et celle dont on met en doute parfois l'utilisation pour des mélodies orientales, cette notation occidentale est quand même exceptionnellement efficace et elle ne dit pas ce qu'on croit qu'elle dit, elle n'est pas au tempérament égal. En effet, elle pourrait être aussi bien en système alsacien, sans que nous puissions le déterminer. Elle consiste toujours à aligner les mélodies sur une échelle. Je vous fais remarquer que les lignes de la portée sont comme les barreaux d'une échelle. La clé, qui est une lettre en réalité, indique la note, elle indique une des notes de l'échelle et par conséquent, elle indique toutes les autres. Et puis la mélodie elle-même est alignée sur cette échelle qui se situe quelque part à gauche de la notation dans le système de clés. C'était comme ça dès le début, c'était comme ça même avant l'invention de la portée. On a tracé des lignes et on a aligné les mélodies sur l'échelle. Je veux remarquer que les mélodies existent avant la théorisation de l'échelle. Pour Hucbald et sans doute pour Al-Farabi, il s'agissait de nommer les notes ou de commencer à les écrire, de nommer des notes de mélodies qui étaient déjà connues de tous. Bien, voilà donc pour la notation. La modalité, en plus, ajoute au degré de l'échelle des hiérarchies. Je me sens obligé d'insister sur ce fait au moment où la question des hiérarchies en musique a été très violemment attaquée aux États-Unis. Certains d'entre vous ont suivi cela. Je pense que la modalité se caractérise par des hiérarchies dès le départ. Je n'insisterai pas plus. La modalité se caractérise en réalité par une téléologie, c'est-à-dire une force centripète qui pointe vers la finale. C'est vrai aussi de la tonalité. Schoenberg écrit une progression, je veux dire une progression tonale, mais ça pourrait être aussi une progression mélodique, à la fonction d'établir ou de contredire une tonalité, ou nous dirions une modalité. La fonction centripète des progressions est employée pour stopper les tendances centrifuges, c'est-à-dire en établissant une tonalité ou une modalité par la conquête de ces éléments contradictoires. Les fonctions tonales ou modales apparaissent en effet dans des conflits de hiérarchie, les notes visées par les forces centripètes, prenant finalement le dessus sur les notes centrifuges. Nida Aboumrad a décrit la genèse de l'arborescence modale dans le révélateur musicologique de Al-Ismi au XVIe siècle et dans l'arbre au calice anonyme au XVIIe, établissant un degré primordial, nagma, celui qu'en Occident on appelle la finale, et d'autres degrés principaux, notes focales ou abiyat. Nida a lui-même consolidé cette structuration dans sa sémiotique modale, mais il faut se rendre compte que, comme l'indique Schoenberg, la force centripète, celle qui pointe vers les notes focales et en fin de compte vers le degré primordial, la finale, ne s'exerce que par la conquête des éléments centrifuges. C'est parce que les notes focales des modes sont confrontées à des notes non focales que la mélodie s'établit d'abord et puis se perçoit. Et là encore, je pense que les sens cognitifs devraient nous éclairer sur ce mécanisme qui consiste à percevoir des hiérarchies et à comprendre comment certaines notes finissent par l'emporter sur d'autres. Les combinaisons d'unités élémentaires
articule le discours et en réalise le développement dans un processus sémiotique qui est proprement génératif, ou mieux peut-être transformationnel. Je ne suis pas tout à fait certain du terme qu'il faut utiliser parce que l'un et l'autre, génératif ou transformationnel, ont été utilisés en sens divers. De toute manière, ce processus est organiciste. Il décrit le phénomène comme un processus d'engendrement organique. On sait depuis Chomsky l'importance cognitive de ces processus génératifs. Tout cela était bien décrit dans la sémiotique modale de Nida Aboumrad. Je n'y insisterai pas. Mais il me reste à dire quelques mots de tout le reste. Tout le reste, et je dois avouer immédiatement mon incertitude. Parce que j'ai une conscience aiguë du caractère sémiotique de la musique, j'ai tendance à négliger d'autres aspects dont il me faut néanmoins parler maintenant. Ils échappent à l'analyse, je pense en tout cas qu'ils échappent à l'analyse, et je ne sais pas bien comment il faudrait les traiter. Je pense en particulier au fait que les noms de notes ne donnent pas d'indication sur les intervalles constitutifs des échelles, ou ne donnent que des indications très incertaines, alors que ces intervalles constitutifs ne sont pas du tout anodins. Ils ne sont pas anodins, en particulier pour la perception. Notre colloque apportera peut-être des réponses ou des éléments de réponse à ce sujet, et je m'en réjouis d'avance parce que c'est vraiment un point qui me préoccupe. Saint Augustin, construisant l'herméneutique biblique au début du 5e siècle de notre ère, disait que le signe est à la fois ce qui se montre soi-même au sens et qui montre quelque chose d'autre à l'esprit. Le signe, pour lui, est à la fois sensible, ce qui se montre soi-même au sens, et intelligible, qui montre quelque chose d'autre à l'esprit. Le rapport au sens est immédiat, ce qui se montre, c'est le signe lui-même, qui demeure alors du simple stimulus, dans notre cas, un stimulus acoustique. Le rapport à l'esprit, par contre, est médiat, il montre quelque chose d'autre, il est nécessairement triadique, puisqu'il implique le signe, ce que les signes montrent, et l'esprit auquel ils le montrent. Donc 3 éléments, le signe, ce qu'il montre, et l'esprit auquel il le montre. Ce qu'Augustin appelle le signe, c'est en réalité le message tout entier, le message divin dans le cadre de son herméneutique, le message musical pour nous, qui est donc à la fois sensible et intelligible. Les aspects sémiotiques sur lesquels je me suis un peu étendu, ceux qui organisent l'articulation du discours musical, les aspects sémiotiques sont des aspects intelligibles qui s'adressent à l'esprit de qui écoute, et qui suppose de sa part une participation intellectuelle qu'il faut peut-être qualifier simplement de participation cognitive. Ils correspondent à ce que Leonhard Meyer appelait les paramètres syntaxiques de la musique. Ce sont eux que la notation musicale enregistre. Essentiellement les catégories, et uniquement les catégories de hauteur et de durée. Mais il reste les aspects sensibles, les aspects que Leonhard Meyer appelle paramètres statistiques, infiniment plus difficiles à cerner parce qu'ils ne sont généralement pas catégorisés. Ils ne participent pas à la sémiotisation de la musique, ou pas de la même manière, mais ne peuvent, encore une fois, pas être négligés parce qu'ils jouent un rôle important dans la perception. Ce sont notamment les intonations, les timbres, les intensités, le tempo auquel s'ajoutent des paramètres un peu ésotériques. Je pensais à tout cela lorsque nous entendions tout à l'heure cette improvisation modale. Les paramètres de hauteur sont établis sans doute par les frettes sur le manche de l'instrument, mais le musicien joue avec cela, joue avec les timbres et fait apparaître donc des éléments qui sont distincts de ceux qui sont sémiotisés, timbre, intensité, tempo et des paramètres un peu ésotériques que l'on voit apparaître dans les analyses récentes de la musique, la rugosité,
Il s'agit sans doute d'un concept issu de Helmholtz, mais qui me semble largement dépouillé de son sens originel. Je ne sais pas très bien ce qu'est la rugosité, ou encore ce que j'ai rencontré récemment, la clarté tonale, dont je ne sais pas très bien ce qu'elle représente. Tous ces éléments, ainsi que les éléments de contexte, les éléments qui concernent les conditions d'énonciation, les circonstances de production musicale, etc., tous ces éléments ont une importance que la sémiotique, dont la sémiotique ne rend pas compte. En réalité, il est probable qu'aucun paramètre musical n'est exclusivement syntactique, ni aucun exclusivement statistique. Ça veut dire qu'aucun n'est totalement redevable de la sémiotique, ni aucun ne l'est pas du tout. Prenons le cas des hauteurs qui semblent les plus fortement sémiotisées. Une sémiotique stricte, par exemple la sémiotique modale de Nida Aboumrad, peut se construire sans tenir compte des intonations précises. L'articulation des mélodies, leur structuration ne dépendent pas de leur intonation, disons, diatonique ou zalzalienne. Les chaînes de tierces que Nida Aboumrad décrit comme notes focales ne dépendent pas de la grandeur de ces tierces, de la dimension de ces tierces. Pour autant, cette dimension, la dimension des tierces, n'est pas sans importance pour la perception. Les hauteurs, en d'autres termes, peuvent être traitées presque entièrement par une sémiotique, mais il y demeure une dimension non sémiotisée. La catégorisation sémiotique, celle qui permet de nommer d'un même nom ou de noter d'un même signe des intonations variables, consiste précisément à faire abstraction de cette dimension non sémiotisée et non sémiotisable. Il en va de même des durées que l'on peut catégoriser par exemple en longue et en brève, mais dont pour autant le minutage exact n'est pas sans importance. Les paramètres statistiques de Meyer, à l'inverse, donc ceux que nous n'avons pas l'habitude de sémiotiser, sont malgré tout parfois susceptibles de catégorisation abstraite, relativement mal définie, mais qui existent malgré tout. Ce qui apparaît en fin de compte dans tout ceci, et je terminerai avec cette constatation, c'est une différence fondamentale entre la sémiotique linguistique et la sémiotique musicale, ou toutes les sémiotiques artistiques d'ailleurs. La sémiotique linguistique se justifie de manière fonctionnelle. Elle doit rendre compte de la façon dont le langage verbal nous permet de communiquer. Sa tâche s'arrête là, et elle peut faire abstraction de fonctionnements pragmatiques, l'accent par exemple, qui n'affecte pas profondément la communication linguistique. La sémiotique musicale, par contre, rend compte d'articulation et de structuration qui ne peuvent être évaluées simplement du point de vue de leur fonction cognitive ou intellectuelle, parce que leur rôle est bien plus profond que cela. La perception musicale mêle bien plus intimement que le langage des éléments intelligibles et des éléments sensibles. Voilà, je pense qu'il en sera plus d'une fois question dans ce colloque et je me réjouis de penser que peut-être j'en saurai un peu plus dans 3 jours. Pour le moment, je ne puis que constater ça, je le répète, la perception musicale mêle bien plus intimement que le langage des éléments intelligibles et des éléments sensibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Nicolas Meïus, pour cette conférence plénière, cette première conférence plénière. Dans ces différentes dimensions, ces composantes. Vous souhaitez, je ne sais pas, parmi ceux qui sont dans le colloque, des questions qui seraient posées à notre conférencier, puisqu'il a terminé plus tôt que prévu sa conférence. Monsieur Meïus n'est plus là? Si, je suis toujours là. Parfait. Y aurait-il des questions? En tout cas, c'était vraiment la conférence plénière qui ouvrait ce colloque.
nous allons reprendre dans... Moi, je veux juste saluer mon collègue Nicolas Méus, parce qu'enfin je vous vois, donc je suis très content. On l'entend. C'est le moment où j'ai réussi à obtenir la connexion, et je trouve que Nicolas a toujours les bonnes paroles pour lancer les questions. Il est toujours dans la tradition académique, toujours avec un langage très précis et en même temps le résumé de ses propres interrogations. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette introduction pour nous encourager à avancer dans ce domaine. Et d'ailleurs, je pense que la première séance pourra déjà répondre à une partie de ces questionnements. Merci. Je dois dire, je suis un peu surpris de faire cette communication par ce dispositif électronique, pratiquement sans personne devant moi. C'est ça qui m'a fait aller peut-être un peu plus vite que d'habitude. Mais bon, je suis très content malgré tout d'être là avec vous tous. Je pense que nous devrons continuer à travailler de cette manière pendant longtemps encore. Il faut nous y préparer. Il n'y a pas d'autres interventions, donc nous reprenons à... Si je peux simplement confirmer ce que Frédéric a déjà très bien posé, comme c'est la manière idéale pour commencer un colloque de ce type avec des questions et que nous allons revoir plusieurs fois pendant cette journée, et je renvoie à la table ronde de l'après-midi avec encore Nicolas pour voir s'il y a déjà des réponses. Merci Nicolas, c'était formidable. Voilà, donc nous allons conclure cette première séance. La deuxième séance démarre dans 12 minutes exactement. Merci beaucoup. Merci à tous.